Est-ce que quand tu es né, tu étais un bébé beau gosse? C'est quoi ton muscle préféré? Tu saurais survivre tout seul dans la forêt? Ta face a déjà été murgée? T'es claustrophobe? Y a pas de frère jaloux de toi? Comment tu gères tes cheveux? T'as déjà été sur Tinder? Est-ce que tu trouves que le c'est bien? C'est très très bon dans une omelette. Les omelettes au Ouais, il y a même des pizzas 4 chichons. Je peux pas ne pas regarder ta montre. Ah, c'est un cadeau. Et c'est une Rolex. Ouais. D'ici. C'est un cadeau que je me suis fait moi-même. T'es fan de montres? Non, pas forcément, mais en fait, celle-là, je l'avais vue sur un pote et je trouve qu'elle était simple et qu'elle était jolie. Ouais. Et comme je suis pas très bracelet, bague et tout ça, je me suis dit, dès que je peux me faire un petit kiff, je me le ferai et je me le suis fait. Et c'était une occasion spéciale ou c'est genre dès que t'as eu suffisamment d'argent? C'était après. Ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça fait, je crois, 7 ans. Oui. Si je dis pas des bêtises, non. 5 ans, c'était après le The Spy. Ouais, c'est là où j'avais pris un petit billet. Ouais. Et après, je l'ai pas acheté neuf, hein. Je l'avais acheté en seconde main. Ouais. Et je m'étais fait un kiff et ça bouge pas. Hein. Ça, par contre, Rolex, c'est vraiment de la qualité parce que moi, je suis bordélique, je la tape partout et il n'y a pas une rayure. Il n'y a pas une rayure, il n'y a rien. Et donc, en fait, en plus, il y a ce truc qu'elle perd probablement pas de valeur, en fait. Non, et même la légende dit qu'elle en prend. Ouais. Et c'est pas une Submariner. Il y en a plein qui pensent, elle est plus petite, plus fine. Oui. C'est une Seedwaller. C'est pour les plongeurs, elle va à 1220 mètres de profondeur. Ouais. Je me demande toujours, est-ce que... Elle va là où je n'irai jamais. Ouais, c'est ça. Au fond que moi, j'irai jamais. Est-ce qu'il y a un type qui a, tu sais, elle est à 1200, il a fait, ah bah voilà, là, ça casse. Apparemment, ouais. Ah ouais. Il y a un plongeur qui travaille chez Rolex. Et non, parce que pourquoi pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, je mets une bonne question. Ouais. Je sais pas comment il détermine le... Ouais. Moi, t'as vu, regarde, c'est un peu moins bien, mais c'est une Breitling. Ah, mais c'est très joli aussi. C'est pas mal. Ah si, c'est pas mal. C'est un tout petit niveau en dessous, mais pas... voilà. Ça dépend. Moi, non, moi, j'ai un ami à moi qui est fan que de Breitling, il aime pas Rolex. C'est comme ceux qui aiment les Richard Mille. Tu vois, les Richard Mille, les grosses, ça coûte 200 patates, et moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça très moche. Très moche, mais apparemment, c'est... Ah, mais il n'y a pas plus cher. Hein. Ouais, ça va jusqu'à 2 millions pour une Richard Mille. Et Richard Mille, c'est pas ma cam du tout. Bah, on dirait une voiture... On dirait un peu une voiture de kéké, un peu. C'est ça, ou alors on dirait un meuble, carrément. On dirait un meuble que t'as tordu, que t'as mis sur ton poignet. Un frigo. Un frigo, tu sais, avec la petite vitre. Il va être content, Richard Mille. Ah oui, putain. Non, je déconne, c'est pas vrai. Alors, je la refais. En fait, c'est pour la blague, mais j'adore ces montres. Ouais. Elles sont... Donc, il y a vraiment qu'elles sont élégantes. Ouais. Il y a un côté, justement, meuble. C'est ça, il y a un côté meuble, mais bien, dans le bon sens du terme. Pas Conforama. Exactement. Un côté maison du monde. Tout à fait, complètement maison du monde pour Richard Mille. Alors, normalement, le principe de Small Talk, c'est qu'on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue. Mais là, j'ai envie, en fait, de commencer en faisant une exception, bam, direct. Ah ouais, on déroge à la règle. On déroge à la règle. Là, j'ai un peu envie de parler de tout de suite de Sous la Seine. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ça, il y a un gros requin qui est dans la Seine. Et les requins, généralement, comme dans Les Dents de la Mer, ils aiment bien manger les gens. Voilà. Ouais, c'est des croqueurs d'hommes. C'est des croqueurs d'hommes, voilà. Mais là, c'est parce qu'il y a tout un truc sur le réchauffement climatique et sur le fait que leur habitat naturel, il a été détruit par l'homme. Et donc maintenant, elle considère l'homme comme une menace, donc elle est encore plus agressive. Donc derrière tout ça, il y a un petit truc avec une conscience écologique et c'est pour leur dire attention, continuez à jeter vos papiers par terre, vous allez voir ce qui va se passer. D'accord ? Continuez à cracher vos chewing-gums sur la rue. Il y a un requin. Non, mais c'est clair personne, on s'attendait à ce que ça marche, hein, mais personne n'avait vu les 41 millions de vues en 4 jours. Tu joues, toi, dans ce film, un policier de la brigade fluviale qui donc est confronté à ce gros requin. Alors moi, j'aurais 2 questions à poser sur le film. Le truc, c'est que pour les poser, pour le coup, il faut que je spoil. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu Sous la Seine, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Allez faire un petit tour aux toilettes. Si vous écoutez ce podcast en audio, il faut que vous alliez à la minute. Et là, je dirais la minute à laquelle il faut aller. Voilà. En revanche, si vous regardez ce podcast en vidéo sur YouTube, on vous met le timecode auquel il faut aller juste en dessous, ou là plutôt, non ? Ici, voilà. Enfin bon, l'un ou l'autre. Bah, ça sera ici. Ce sera ici, voilà, très bien. Nassim, pourquoi les obus qu'il y a sous la Seine, ils n'ont pas été enlevés au moment où on les a trouvés? Alors, parce qu'il y en a énormément. Il y en a 153. Voilà. On le voit sur sur un article. Sur un article, ouais. Parce qu'il y en a 153, mais il y a eu ceux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc autant dire qu'il y en avait beaucoup plus que 153. Oui. Et la brigade fluviale, notre brigade à nous dans le film, on a un peu des flemmards. Ouais. On a déjà sorti 153, on s'est dit on va pas non plus
faire toute la scène, surtout qu'on en a besoin pour la fin du film. Tu vois, donc c'est comme ça aussi le cinéma. C'est pour ça que c'est du grand divertissement. Et c'est à ça que ça sert. Oui, parce que sinon, qu'est-ce qui peut exploser? Bah oui. Nous, on voulait une explosion. Il nous fallait une petite explosion. On s'est dit, bon, on va faire une brigade flemmard. Oui. Donc vous en enlevez 150. C'est vrai, 150. t'as ça et t'as la scène. Encore spoiler, n'écoutez toujours pas. Oui. T'as la fameuse scène où il y a le bateau qui fait un tour sur lui-même. Oui. Et ça, c'est devenu une blague. Mais je l'ai vu, ça. Ça a été repris sur TikTok. Mais même moi, l'avant-première, je regarde. Je regarde comme ça. Et d'un coup, il y a Xavier qui était là et je fais ça. Mais... Parce que moi, je me disais, attends, mais pourquoi ils font un demi-tour? Moi, ce que j'ai compris, parce que je me suis dit, attends, ils ont fait un demi-tour, et ce qu'imaginais, c'est qu'en fait, vous êtes un petit peu éloigné de l'endroit où ça a explosé. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, dans la brigade fluviale, c'est un truc technique. C'est que dans la brigade fluviale, pour dire que tout va bien, tu fais un tour avec le bateau. Ok. Non, c'est pas vrai, je viens de l'inventer. Parce que du coup, rien ne va. Il y a une énorme explosion, donc là, c'est précisément un moment où ça va pas du tout bien, en fait. Non, donc là, ça va pas du tout bien. Et en fait, je pense que c'est surtout l'actrice Sandra Parfait qui a fait un super travail en ayant son permis bateau. Ouais. Moi, c'est dit, bon, faut que je montre un petit truc, un petit technique. Elle avait envie de flex un peu. Elle s'est dit, où je pars en Y, où je pars en cabrage, où je fais un petit cercle. Elle a fait le petit cercle. Je trouve que c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui l'ont repris sur TikTok. C'est assez marrant. Et alors, il y a un autre truc aussi. Pour le coup, là, vraiment, de toute façon, les gens ont skippé, donc c'est bon, on n'est pas dans le spoil. La fin, là. Il y a un moment, donc tout explose, quoi. Les ponts, les machins, tout ça. Voilà. Et là, donc, il y a une sorte de tsunami. Ouais. Alors, deux choses. J'ai pas compris pourquoi il y a un tsunami, hein. Et deuxièmement, pourquoi une fois que le tsunami il est là, il reste. Tu vois, c'est comme, tu vois. Alors comment expliquer tout ça? Alors le tsunami, c'est parce que tu sais, il y avait une scène, mais il faut avoir les oreilles bien tendues. Il y a la scène avec la mère. Ouais. Et la mère dit, son assistant dit. Pour le triathlon, pour assainir la Seine, on a mis des cuves de 50 000 litres. Voilà. D'accord. Sauf que tu vas me dire, mais je ne les vois pas au moment de l'explosion. Oui. Parce qu'il y a un budget. Le budget, il n'y en a plus. Et quand il n'y a plus de budget, tu te dis, bon, le film il est tellement bien, ça passe. Et ça passe. Donc en fait, c'est qu'on les voit pas, mais c'est les cuves. C'est les cuves qui explosent avec les obus qui sont restés parce que t'es flemmard. Exactement. Voilà. Donc un petit peu de flemmardise de la brigade fluviale, un peu de flemmardise sur les VFX. Oui. Et ça te donne cette femme magnifique. Cette femme merveilleuse. De malade mental. Mais en plus, tu te poses même pas la question parce que au bout d'un moment, voilà, comme je t'ai dit, moi j'appelle ce film là, c'est un film popcorn. Et tu sais, une petite anecdote sur ce film. C'est que parce qu'il y a ceux qui aiment pas, et moi je respecte tout. Le pire c'est l'indifférence. Moi j'ai adoré, moi. Et tu vois, il y en a plein qui adorent. Et moi je vais te dire, pour le coup, ma famille du côté de mon père, tu sais, mes tantes, tout ça, ils sont dans le sud. Ils sont jamais montés à Paris, tout ça. Ils m'ont jamais félicité pour aucun film. Ils m'ont jamais parlé de mes films, tu vois. Et là, ils m'ont tous envoyé. Ah là là, le film avec le requin qui mange tout le monde. Paris sous l'eau. C'est ton meilleur film, c'est incroyable. C'est donc tu vois et donc je suis très très heureux parce qu'en fait ce film fait plaisir à énormément de gens et j'ai reçu énormément de messages d'amour et tout, et du Brésil, il y a plein de messages que je peux pas lire, c'est en portugais, mais Brésil, Arabie Saoudite, Japon, c'est ça qui est dingue avec Netflix quand même, c'est que tu touches le monde entier, quoi. Tu touches le monde entier. Juste on va parler des commentaires juste après, mais juste la dernière partie de la question qui était genre, une fois que le tsunami il est arrivé, je veux dire, on pourrait dire ça va continuer dans la Seine et puis ça fait non, parce que Paris est une ville qui est vouée à finir sous l'eau, parce que tu sais, on est en dessous du niveau, et en fait avec ce taux d'eau qui s'est déversé à ce moment-là, et parce qu'on a besoin peut-être un jour, si on a envie, pourquoi pas, c'est pas dit, de continuer et continuer, on avait bien l'idée que Paris ressemble à Venise. Et c'est pour donner des idées aussi à la mairie de Paris après les JO. Non, franchement, mais la scène, elle est classe. C'est juste, je me dis, ah tiens, pourquoi l'eau elle reste? Bon, elle reste, ok, voilà, c'est bon. Mais c'est pour faire parler aussi les gens, tu vois. Oui, c'est ça. Sinon, on n'aurait pas pu faire ce small talk. C'est vrai, exactement. Et on n'aurait pas eu ces 2 minutes incroyables qu'on vient de partager. Donc, les commentaires. Il y a plein de commentaires qui disent que t'es un acteur super, et moi en fait j'étais un peu découvert avec ce film-là, et oui, enfin je te connais David, ça fait 15 ans que je fais ça. Mais je sais, mais je te connaissais en fait lointainement, tu sais, comme ah tiens lui. Tu me voyais passer comme ça. Exactement, mais j'avais jamais passé autant de temps avec toi donc dans un film complet, et donc il y a plein de gens qui disent que t'es un super acteur, et ça c'est parfaitement vrai, mais il y a quand même aussi pas mal qui parlent de ton physique. Tu me disais qu'il y avait des trucs que tu avais sortis en portugais. Moi, on en a sorti quelques-uns. On est juste allé sur ton Instagram et on a regardé, quoi.
On a vu, alors on les mettra ici en même temps. Quand je te vois, j'ai envie de me mettre toute nue. Ah, j'ai regardé le film que pour contempler sa beauté. On veut bien aller en garde à vue avec des policiers comme ça. Yo nunca había visto un hombre tan guapo. Et nos comprendo. Je n'avais jamais vu un homme aussi beau de ma vie. Você tem lábios tão lindos. Ah, lindos, j'habite à Paris, c'est au Brasil. Tu as des lèvres si belles. Et enfin, acho que não fui a única que salvou a oitava foto para usar de papel de parede. Fui. Je pense que je ne suis pas la seule qui a sauvegardé la 8e photo de ton petit carrousel sur Instagram pour m'en faire du papier peint. D'accord. Je les découvre en même temps que toi. Énormément de commentaires en portugais, déjà. Ouais, beaucoup de... Mais en fait, tu sais, t'as des stats sur Insta. Oui. Et je vois que les pays, Brésil, là, j'ai eu 8% de mes followers qui sont brésiliens maintenant. Truc de ouf. Je sais pas, parce que le Netflix Brésil est immense, c'est même plus grand que Netflix US. Ouais. Ils ont 38 millions de followers. Oui, d'accord. Et ils ont adoré. Mais je pense que c'est parce qu'aussi les Nord-Africains et les Brésiliens, on se ressemble beaucoup. Oui. Tu vois, Marquinhos, pendant très longtemps, moi, j'ai cru que c'était un Marocain qui faisait croire qu'il venait de Sao Paulo. et je pense que c'est peut-être c'est pour ça aussi que... Il y a ça dans les pizzerias italiennes aussi, où des fois, c'est pas des Italiens, c'est des Tunisiens. C'est des Tunisiens. Il y a beaucoup de Tunisiens qui disent que c'est italien, on les connaît. C'est uniquement agréable de recevoir ces commentaires sur ton physique, ou alors c'est 5% relou? Non, alors pas relou, moi, tu peux pas. Celui qui dit c'est relou, c'est relou. C'est pas vrai, c'est pas relou, mais après, tu vois, la beauté, c'est hyper subjectif. Donc, il y a eux qui disent ça. Tu sais, parfois, moi, je vois des fois aussi, pour te dire, je peux voir un commentaire qui tombe et tu vois une réponse en tout. Je fais, ah non, moi, je trouve moche. Je fais, ah, mais voilà. Tu vois, donc, c'est hyper subjectif, mais c'est vrai que c'est agréable. Mais surtout, le plus agréable, c'est. Quand t'es acteur, c'est qu'on te dise que t'es bon. Ben oui, bien sûr. Parce que nous, je fais pas du mannequinat, je suis acteur et tout, mais si on te dit que t'es bon et qu'en plus, il y a une petite touche où on dit, en plus, ça lui va pas mal l'uniforme, bah ça fait plaisir. Ouais. Ce serait mentir que non. Et en plus, ça t'augmente ta communauté. Moi, en fait, j'avais jamais joué de flic. Et tu vois, et pourtant, j'ai fait des films en passant pécho, où j'étais en slip, ou alors même Farang, où je suis torse nu, tout ça et tout, où j'avais fait une grosse prépa physique. Oui. Et là, je me rappelle, il y avait même une scène torse nu qu'il y avait dans le film où je devais me changer, genre avant d'aller et tout. Et j'avais dit à Xavier, non, vas-y, j'ai pas envie parce que là, après, on va mettre l'étiquette comme Matthew McConaughey qu'il avait à l'époque, là. Ouais. McConaughey. En français, on sait pas comment dire. Matthew McDonald. Matthew McDonald. McConaughey, ouais. McConaughey, ouais. Et je voulais pas avoir cette étiquette du mec qui se met trop tout le temps, mais en fait, l'uniforme de flic, moi, je l'avais jamais fait, j'étais tout le temps de l'autre côté, moi. Ouais. Moi, j'ai souvent fait des voyous. Ouais. Ou des mecs de cité et l'uniforme de flic c'est très puissant en fait parce qu'il y a, je crois que c'est le truc de pouvoir ou de donc voilà, je connaissais pas, maintenant je vais jouer que des flics. C'est terminé, je ne ferai plus Est-ce que ça saoule ta petite amie ou pas du tout, ces milliers de commentaires sur ton... Non, bon, elle me fait des blagues avec son accent hollandais là. Elle me fait, oh, ça va là, quoi là, c'est quoi ça, que des machallah. Elle me dit, c'est quoi, il y a tout le monde qui dit, machallah, t'es trop beau et tout. Je fais... mais ça la fait rire elle. Donc maintenant, bon, t'es assez universellement considéré comme beau gosse. Est-ce que quand tu es né, tu étais un bébé beau gosse? Pas du tout. Non? T'étais un bébé chum? Je peux même te trouver. Et écoute, c'est ma mère qui me dit ça tout le temps. Ma mère, à chaque fois, me disait quand je te voyais, je faisais ça. Ah, mais il est moche. Parce qu'en fait, ma mère, elle me dit un truc tout le temps. Tu vois, ma bouche, j'ai une grande bouche. Oui. Mais je crois que la bouche, en fait... Labios lindos, je disais en portugais. Labios lindos. Moi, grande, je te dis. Mais je crois que la bouche, c'est la même taille de bébé jusqu'à adulte. C'est quand j'étais petit, j'avais une énorme bouche. Et sur ma petite tête, et ma mère, mais je te jure, et j'ai des photos, je pourrais t'envoyer 2-3 photos. Oui. Et en fait, ma mère, elle me disait, mais elle disait, t'es de tes frères, alors que mon frère Adèle, lui, il était super beau, super mignon. Oui. Et il a fait beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, et il s'est bien amoché. Ah, donc, vous avez vu, vos chemins se sont croisés sur non, parce qu'il est encore bien, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de trucs, tu vois. Ouais. Et non, moi, quand j'étais petit, j'étais mignon. J'étais mignon, un truc, mais j'étais pas... C'était pas le plus beau bébé de la Non, j'étais pas le plus beau des 4. Non. Ouais. Parce qu'on est 4 frères, on est 4 garçons. Ouais. Mais oui, tu dis amoché, toi, t'as une toute petite cicatrice sur la gauche. Non, j'en ai plein. J'en ai là, sur le nez, ici. Ah non, je te regarde de près. Mais moins que Adèle. Adèle qui lui... Moins que Adèle. Adèle, il a mangé une bouteille de Jack Daniel ici, donc il a tout là, et pas que. D'accord. Il a pris toutes les bouteilles de l'épicerie.
D'accord. Jack Daniel ici, Smirnoff. Là, il a fait toutes les marques. Et c'est pas l'endroit où il faut envoyer les bouteilles sur non, le visage. Non, c'est pas ici qu'il faut les mettre. Et toi, c'est que la bagarre ou c'est d'autres choses? Non, c'était là. J'ai fait de la boxe. Oui. Oui, la bagarre, la bagarre aussi. Il y en a beaucoup en combat. Il y en a. Celle-là, c'est avec mon frère, Samy. Ouais. On s'était tapé front contre front. Ça derrière, tu vois, derrière. Ah ouais. C'était au collège. Il y avait un rocher. Je voulais faire un salto et j'ai fait le salto et j'ai tapé la tête derrière. Le nez, c'était au tennis. Ouais. Équipe 2 contre 2 et j'ai mangé la raquette. Non, je fais le bon truc. La dent, la cassée, c'était à la patinoire. Ouais. Non, j'ai beaucoup de. J'étais un petit casse-cou avant. Mais dents parfaites, enfin, il y a ce petit truc. Non, c'était cassé là. Comme toi. Ouais, moi aussi, ouais. Moi, j'ai nagé vers le fond d'une piscine, les yeux fermés. Mais j'ai pas envie de le. Ça te va bien? De le savoir. Non, j'ai pas envie de le savoir. On est là pour moi, d'accord? Non, j'allais dire, j'ai pas envie de la refaire. Ah oui. Je pense qu'il y en a qui me disent, mais tu veux pas mettre de la résine et tout? Je dis non. Ouais. Je sais pas, c'est ce qui fait. C'est les défauts qui font le charme d'une personne. Mais en fait, surtout, moi, il y a des défauts, je pense, qui font pas le charme. Tu vois, par exemple, être chauve, c'est nul, c'est un défaut, c'est pas bien. Ça dépend. Franchement. Faut avoir une forme de crâne parfaite. Mais imagine Jason Statham avec des cheveux. Ça ferait bizarre. C'est vrai que ça ferait bizarre, mais je pense qu'en moyenne, tu suces moins les chauves que les autres. Enfin, les gens en général. Ah, je pense. Je pense. Ceux qui me faire des choupapes, peut-être. Mais je suis pas forcément d'accord. Je trouve que être chauve aussi, ça peut amener un. Il y a un petit côté Calimero qui est mignon. Ouais. Et aussi, par exemple. J'aime bien il fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte là? Qu'est-ce qu'on raconte? Et oui, tu sais, aussi avoir des dents, on dit ouais, c'est super. Franchement, on peut aussi ne pas avoir de dents. Bah on peut pas avoir de dents et avoir une très belle vie. Mais par contre, tant que vous avez des dents, croquez des pommes. Ça, c'était une pub qui passait qui m'avait choqué. Tu te souviens pas de cette pub? Non, putain. Tu sais, c'est un mec comme ça, t'avais un vieux et tout, et il avait pas ses dents, et après, il marquait tant que vous avez des dents, croquez des pommes. C'est horrible. Depuis, je croque des pommes. Tous les jours, je sais croquer des pommes. Je connais pas. Et tu sais, t'as ceux qui ont les dents. Maintenant, il y a des sourires maintenant où tout le monde se refait les dents. Ouais. Avec des facettes et tout. Ouais. Moi, ça, je trouve ça quand même un peu. Ça fait vite fake en fait. T'as l'impression d'être devant une poupée en plastique. Ouais, non, c'est chiant. Et puis aussi, quand les couleurs sont totalement uniformes sur les dents, et souvent les gens blanc, et voilà, ils se prennent des dents comme ça et ça fait fake quoi. On t'a raconté des trucs sympas sur ta naissance? Ma mère, ouais. Ma mère, elle m'a raconté. Je sais que je suis né à 5h du mat. Ouais. Je sais que j'étais l'accouchement le plus dur de ma mère. Ouais. Et que j'étais un énorme bébé. Je sais plus, mais j'étais très gros. Ouais. J'étais un très gros bébé. Et pas de bébé grosse bouche. Ouais, exact. Un très gros bébé à grosse bouche. Et j'avais déjà des dents. Ouais. Je suis né avec des dents. Je suis né, j'avais toutes mes dents. Dents de sagesse, avec le bébé monstrueux. Avec une pomme. Croquer une pomme. Non, mais ouais, c'était l'accouchement le plus dur de ma mère. Ouais. Mais elle m'a dit que c'est aussi c'était un de ses accouchements préférés. Ouais. Alors que c'était dans la douleur. Oh. Je veux dire, c'est mignon. Et t'es le préféré, tu penses ou pas? Non, on est tous. on est 4 garçons très différents. Ouais. Mais ma mère nous aime tous pareil. Ma mère et mon père nous aiment tous pareil, mais d'un amour différent. Ouais. Après, ma mère, je sais qu'elle rêvait d'être actrice. Oui. Donc peut-être que. Via ce que je fais, voilà ça, par procuration. Ouais. Elle vit ses rêves à travers moi. Mais elle est hyper fière de moi. Ouais. Ça, par contre, mais toute ma famille, mes frères, ma mère. Tes frères, il y a pas de frères jaloux de toi? Non, parce que chacun fait son. Ouais. Même Adèle, Jack Daniel, le pirate, au Jackda. Ouais. Même lui, tu vois, il a sa petite vie dans le sud, mais il a fait un truc que je respecte aussi totalement. Il a 4 enfants magnifiques. Ouais. Tiens, il a juste, c'est mon petit frère, et il a déjà 4 gosses qui sont tous sublimes. Et c'est ça sa réussite, lui aussi. C'est qu'il a réussi à faire une super famille. Et toi, 0 enfant? Non, mais j'ai un chat. T'as un chat? J'ai une petite chatte qui s'appelle Miskina. Oh, parce qu'elle est... Ouais, bah, en fait, quand je l'ai eu, elle a une petite tête de Miskina, j'ai dit alors qu'on l'appelle Miskina. D'accord. Il y a un petit jeu de mots, Miss, plus loin Kina. Ah. Moi, c'est pareil, moi j'ai appelé Miskina, après je me suis fait engueuler, tu peux pas l'appeler comme ça, j'ai fait, c'est bon, il y a un jeu de mots. J'ai trouvé après. C'est Miss Kina. Voilà, Miskina, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant encore. Non. Mais t'es de 88. Ouais, donc ça peut arriver un jour. Oui. Mais pas maintenant, tu sais, ma copine en plus, elle fait du mannequinat. Oui. J'ai pas envie de lui tuer ces dernières années de mannequinat avec un enfant. De carrière. T'as un souvenir de blagues qui te faisaient rire ou que t'as faites toi quand t'étais enfant? Moi, j'en faisais plein, mais j'étais débile. Faut savoir que je suis encore débile à mon âge. Et quand j'étais enfant, j'étais très débile. Tu vois, donc là, j'en ai plein qui me viennent, mais je sais même pas si elles sont racontables.
Mais quand tu peux la raconter, et si jamais tu dis oh non, j'aurais pas dû raconter ça, on comprend. Alors je vais te dire un truc, mais c'est un vrai truc que je faisais parce qu'en plus on est 4 garçons, nous, donc nous ça rigolait pas. Oui. Et moi je me souviens qu'on avec mes frères on pétait dans des bouteilles, on fermait l'épée, on fermait les bouteilles, et on allait ouvrir à côté de mes cousines ou mes tantes ou quoi. Genre, ouais, on mettait des pains en bouteille. Putain. On pratiquait le pain en bouteille, avec mes sorte de frères. de l'évian de prout. Ouais. Ça, mais il y a eu plein de trucs. Moi, j'adorais faire des conneries. J'étais le roi de la connerie. Je me souviens, un jour, je me suis pris une gifle par ma mère, monumentale, parce qu'en pleine nuit, on avait pris un clou avec mon frère. Oui. On n'avait rien à faire, nous. On avait pris un clou et on a mis de la colle, on l'avait planté comme ça et tout. J'étais parti réveiller ma mère en faisant croire que j'avais pris un clou dans le front. Et elle a hurlé en hurlant. Je faisais non, c'est pour de faux. Et après, je me suis pris une rafale de gifles. Je me suis pris une rafale de gifles qui était énorme. Ouais, parce qu'elle faisait que des bêtises. Elle a eu peur. C'est comme quand tu manques de te faire écraser par une voiture quand t'es petit et que t'arrives de l'autre côté de la rue et que tu te fais défoncer la face alors que t'as quand même failli mourir. C'était quand même. Voilà, non, j'en ai fait des. On a fait des bonnes. La mère, j'ai foutu le feu au lit de ma mère en dessous parce que je cherchais un truc avec un briquet pour éclairer. Et il y a tout le feu qui avait pris feu. Il y a tout le lit qui avait pris feu d'en bas. Et beaucoup de bêtises. Tu t'étais cruel avec les animaux ou pas? Non, moi j'ai toujours adoré les animaux. Foutais le feu au lit, mais je respecte les Mais par formes. contre, j'étais choqué parce que j'étais allé en Algérie voir mes cousins. Et j'étais petit, je devais avoir 10 ans. Et j'étais choqué parce que là-bas, ils ont cru que les chats, ils étaient en mousse. Ils faisaient des expériences sur les chats, c'était un laboratoire. Ouais. Et ils leur faisaient des trucs aux chats. Mes cousins, hein. Donc j'ai dit. Mais genre des trucs qui entraînaient le décès des chats? Pas le décès, mais ils faisaient du lancer de chat et tout. Ils faisaient des bons trucs. Hein. Genre, des trucs que tu fais pas, qu'il faut pas faire. Ouais. Non, moi j'aime trop les animaux. C'était les années 90. Je me rappelle, il y avait mon chien. À l'époque, j'avais un chien. Quand je suis arrivé à Paris, Simba. Ouais. Et il avait pissé et chié sur des vêtements que je venais juste d'acheter. Ouais. Et je l'avais tapé. Ouais. Je l'avais tapé un peu fort sur les fesses. Et j'avais énormément regretté. Et t'avais regretté. Ouais. Et maintenant, tes cousins, des fois, ils viennent chez toi et ils veulent faire des trucs avec Miskina. Ils veulent lancer Miskina ou pas? Tous ceux que j'avais vu que j'étais petit, je leur montre même pas Miskina. Ils ont même pas le droit de mettre un pied chez moi, ils ont même pas le droit de la regarder. Oh, un chat à lancer. Ouais. Surtout qu'on est au 3e étage. Ouais. Mais j'ai vu une vidéo d'un chat qui tombe de beaucoup plus haut, ils atterrissent. C'est pas une légende. Hein. Et il y a même un truc. Ils atterrissent vraiment sur leurs pattes. Hein. J'ai fait un petit sujet une fois là-dessus. On peut. Normalement, en fait, le truc, c'est que le chat, il atteint une vitesse maximum au bout de 6 étages. Donc, et souvent, les chats ne meurent pas au bout de 6 étages. Donc, de chute, hein. De chute. Ouais. Ce qui veut dire que. Alors, on n'a jamais essayé. Mais techniquement, tu pourrais lancer un chat de n'importe quelle hauteur. Donc, Miskina. Techniquement, je peux la mettre, si elle veut sortir, je peux la balancer rue. Il y a un petit risque si elle se prend un petit truc sur le côté comme ça, tu vois, mais dans certaines circonstances, alors qu'un humain, il meurt, c'est sûr. Le chat, c'est moins sûr. Maternelle, t'avais une meuf? J'avais une meuf, non. Oh, moi, j'ai pas eu de meuf pendant très longtemps. C'est pour ça que j'ai développé mon sens de l'humour, je te jure. Ouais. Mais tu me poses des questions, est-ce que t'es renseigné ou pas du tout? Je suis pas renseigné sur... Ah non, je suis pas renseigné sur tes meufs à la maternelle. Non, donc je peux t'inventer ce que je veux dans le rigole. Non, parce que parfois, tu vois, il y en a qui se renseignent et tout. Ouais, j'ai Guélan à la maternelle. Non, moi, j'ai pas eu de copine jusqu'à très tard, moi. Moi ma première meuf, j'avais 17 ans. Et même pas d'amoureuse avant et tout. Je te jure. Rien du tout. Première Guélan, mais j'étais 17 ans. Ah non, j'avais joué à la bouteille quand j'avais 14 ans. Ah, le truc où tu tournes et tu... Je me rappelle même du prénom de la meuf et tout. Elle s'appelait Aurélie. Et donc la bouteille, on tourne. Et donc, tiens, c'est à toi, tu tournes, tu dois embrasser la personne qui est indiquée par la bouteille. Au début, c'était un pointu, on appelait ça. C'était un petit smack. Un pointu. Et après, si tu retournes et que tu retombes, là, tu fais roulage de pelle. Ouais. Et je me rappelle, moi, j'étais hyper stressé et tout, parce que je savais pas comment fallait faire et tout. Et c'était mon premier gros bisou, c'était à 14 ans. 14 ans. Après, plus rien, le désert de Gobi, jusqu'à ma première copine, Marion. Tu t'étais entraîné à Guélan avant de Guélan Aurélie ou pas? Ouais, je crois que j'avais dû prendre un bâton de colle UHU sans le truc, sans l'ouvrir, et je m'entraînais avec. Alors, parce qu'on a eu une petite discussion avant le début du podcast sur c'était quoi vos techniques pour vous entraîner à Guélan. Ou alors la main, et avec la main aussi. La main, il y a qui c'est qui a dit? Il y a quelqu'un qui a dit une cuillère. Métal. C'est bizarre. Ouais, chelou. Moi, j'ai trouvé ça chelou aussi. Donc, toi, colle UHU. Ouais. Non, mais c'était pour faire des ronds, pour apprendre à faire des ronds, parce que c'était ça. Avant, on croyait que vraiment c'était rouler des patins, donc on faisait vraiment ça. Et je me rappelle, moi, j'avais un pote qui, lui, il serrait beaucoup de meufs. Oui. Et c'est lui qui me donnait. Il s'appelait Kevin Diaz. Je sais même pas. Mais oui, il est où Kevin Diaz là? Je sais pas, j'ai pas vu depuis 20 ans. Ouais. Et genre, c'est lui qui me donnait des conseils, genre. Ouais. Et Joris aussi.
Genre, son père s'appelait Jésus. J'ai des flashs de mon... Ouais. Jésus et Joris. Son père s'appelait Jésus, il s'appelait les Joris. Rois de la Guélande. C'était les rois, c'était les beaux gosses du truc. Ouais. Donc toi, mais déjà, donc à cette époque-là, pas encore beau gosse non plus. Collège. Si, mais en fait, non, c'est pas ça, c'est que je m'intéressais pas du tout aux filles. Je m'intéressais aux animaux. Non, Et aux je m'intéressais pas aux filles. J'étais à fond dans le sport, dans la boxe. Et en fait, j'étais le meilleur pote. Je prenais des friendzonages de tous les côtés. Il y avait des meufs que je kiffais, hein. Oui. Mais je me faisais friendzoner une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit, c'est bon, je suis le meilleur pote. C'est pas grave, je vais rester le meilleur pote des filles. Et après, mais c'est parce que j'étais tout petit, tout maigre. Oui. Et jusqu'à mes 17 ans, où un été, j'ai un peu grandi. Pas beaucoup, mais j'ai un peu grandi pour être. Ah, ok, les fiancés, ok, d'accord. Et là, on a recommencé à. Et après, j'ai eu une copine pendant très longtemps, Marion. Oui. Ça a duré 2 ans et demi. Et voilà. Et après, ça y est. Et après, oui. Après, j'ai beaucoup de trucs. Après, une autre relation sérieuse. Bérénice, du sud de la France. Et après, Lauriane. Et après, donc, moi, j'ai que 4 grandes copines. Et après, 4 grandes copines. aujourd'hui. D'accord. Donc, oui. Il y a eu des périodes de célibat entre. Oui. Période de folie. Pomme-talope. Barcelone, tout ça. Ouais. Et, mais ouais, j'ai eu beaucoup de meufs, de relations sérieuses. Et pas de folie avant tard, en fait, avant 20 ans. C'est ça, ouais. Avant. Non, ma grosse période de célibat, moi, c'était quand je faisais les Lascars sur Canal+. Ouais. Je crois que j'avais de 23 à 26. Oui. C'est là où j'ai rattrapé un petit peu le temps perdu. Je me suis dit, il faut que je m'amuse et tout. T'as jamais mis de râteau frontal à quelqu'un ? Genre quelqu'un qui dit tu t'aimerais bien sortir avec toi, tu fais genre... Quand j'ai ça, les râteaux, c'est plus l'époque du collège. Ouais. Où tu demandais et tu faisais non et tout. Ouais, bien sûr. Oui. Ça arrive moins souvent maintenant. Ah, si, ouais. Si j'en avais mis peut-être une ou deux. Ouais. Parce que c'était pas vraiment mon style. Ouais. Donc je l'avais fait gentiment. Oui. Non, on m'avait friendzoné, je me suis dit, bon, pour une fois que je peux le faire aussi. Ouais. Je me dis, non, je préfère qu'on soit amis, on est bien amis. Et est-ce que toi, t'as fait ça ? Est-ce que toi, t'as dit, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Et on t'a dit non. Ouais, je t'ai dit. Ah oui, non, parce que le parce que le friendzonage, c'est un peu un truc progressif, tu te rends pas compte, tu vois. Tu connais, c'est une technique pour, en fait, c'est une façon de dire non en râteau et de faire une petite caresse comme ça du truc. Je fais non, c'est genre non, parce qu'on est trop amis, après on va gâcher ça. Non, à dire des conneries. Viens, on gâche. Viens, on gâche tout de suite. Viens, on gâche tout, on sort ensemble dessus, t'as des conneries là. Là, t'es en train de gâcher ma vie. Donc t'étais pas si cool au collège. Cool, normal. Si, j'étais cool. Cool quand même. J'étais gaulerie. Populaire. J'étais très drôle, ouais, d'accord. Ah, j'étais délégué de ma classe à chaque fois et tout aussi. Non, par contre, j'étais très gaulerie, mais très con aussi. Je faisais beaucoup de bêtises, mais cool. Donc après les proutes dans les bouteilles d'évian, qu'est-ce que t'as... Ouais, mais au collège, tu sais quoi, sur mes bulletins, c'est toujours marqué pareil, parce que je travaillais super bien, parce que j'avais une bonne mémoire. Mais il y a marqué de très bons résultats, mais ne cesse de faire le pitre en classe pour amuser la galerie. Bavard, ça c'est tout le temps. Et j'avais carrément des profs, mais j'étais pas méchant. Oui. C'est-à-dire que ma prof, Madame Bénézier, ma prof d'éco, j'arrivais et elle me disait, bon Nassim, on a 2 heures d'éco, là, je te mets présent, mais tu vas faire un tour dans la cour et tout, comme ça je fais mon petit cours, je fais, il y a pas de souci, madame. Mais vous mettez présent, elle me faisait, je te mets présent. Genre juste... Donc c'était à la cool, c'était... On avait trouvé un bien bon que tu fous la merde, donc voilà, mais gentiment, mais dégage. Mais non, mais je faisais des blagues... En fait, je voulais tout le temps faire rire la classe. Ouais. Et c'est pour ça que j'adorais le collège, j'adorais le lycée. Parce qu'à chaque fois, moi, je me disais, putain, on va gaulerie aujourd'hui. Et tu vois, je faisais des trucs de merde au collège où, par exemple, je mangeais ma feuille double. Tu sais, les feuilles doubles. Je la mâchouillais. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il était con. Je la mâchouillais jusqu'à ce qu'elle soit bien remplie de salive. Et Monsieur Morin, le prof de musique, je la balançais comme ça à côté, ça y est. Le truc, et moi, je faisais ça. Et j'attendais, il se retournait et il disait, qui a fait ça? Et il arrêtait le cours et tout. Et tu connais, il y a toujours une meuf dans la classe qui dit, bon, vas-y, Nassim, on va pas être puni à cause de toi. Moi, je faisais... Et après, je prenais des petites heures de colle ou quoi, mais ça me faisait. Ouais. Mais t'envoyais pas sur Monsieur. Non, Martin. À côté. Non, toujours. On essaie de pas être trop être border. La farce, mais pas la violence. Voilà, jamais. Ouais. Pas la violence. Toujours drôle, mais jamais. Et t'étais bon élève, donc. Ouais, par contre, j'avais des très bons bulletins. Ouais. J'avais des très bons bulletins parce que j'avais une très bonne mémoire. Mention au bac. Mention. Ouais. J'ai eu le bac avec mention. J'ai pas eu bien, j'ai eu assez bien. Ouais. J'ai eu mention assez bien, mais j'avais arrêté l'école au mois de mars. J'étais en cours de maths à Saint-Vincent-de-Paul, parce que c'était un lycée privé, parce que j'avais fait trop le pitre au lycée public Alphonse Daudet à Nîmes. Ouais. Donc ils m'ont dit, ouais, écoutez, l'année prochaine, on veut pas qu'ils soient dans la même classe que ses camarades. Ouais. Donc ma mère m'a mis en privé. Et Monsieur Jourdain, mon prof de maths,
il me saoulait. Tu sais, c'est les profs qui avaient toujours les points blancs, là. Tout à fait. Ouais, je vois. La mousse. Non, c'était des petits points, lui, carrément. Je pense que le matin, il les prenait, et il allait, maquillage. Il allait en cours, c'était son make-up. Il disait, attends, chérie, t'as pas vu mes 2 points blancs, là? Elle faisait, si, ils sont sous le lit, là-bas. Donc il faisait merci. Et il venait en cours. Et il avait une très mauvaise haleine. En plus. Ouais. Et à un moment donné, entre les 2 heures, il m'avait dit d'aller voir la CPE. Il m'avait viré parce que je parlais trop. Et en fait, moi et mon pote Jérémy Loyer, on a dit vas-y, viens, on se casse. Et j'avais demandé, j'ai dit est-ce qu'on peut revenir, si je pars maintenant, je peux revenir que pour le bac? Et il me dit vous faites ce que vous voulez, monsieur Siamed. Parce que je m'appelle Nassim Lies Siamed. Ouais. Et donc j'étais parti et j'étais revenu que pour le bac. Et tu sais, parce que j'écrivais jamais mes cours, moi, en cours. Parce que j'avais la flemme, je voulais trop parler et faire des blagues. Ouais. Et j'avais acheté le truc toute l'année en. Tu sais, t'as des couleurs. Ouais. Économie, trucs et tout. J'avais acheté ce bouquin. Genre 1 mois avant le bac, et à chaque fois avant une épreuve, je lisais les trucs et je l'ai fait, et ça m'a fait mention assez bien. Après, pour être totalement honnête et transparent avec toi, il y a 2 épreuves où j'avais un petit peu triché. Maintenant, je peux le dire. Oui. Mais j'avais eu beaucoup de chance. C'était le bac blanc de français en première. Ouais. Parce que tu te doutes bien que les bouquins, je les lisais, mais en diagonale. Ouais. Et j'étais passé sur Candide. Chapitre 30, il faut cultiver son jardin. Je m'en rappelle toute ma vie. Et il disait en quoi ce chapitre donne une double conclusion au livre. Et moi, j'avais ni lu Candide, ni rien du tout, ni aucun chapitre. Et je dis à la prof de français, est-ce que je peux récupérer le bouquin dans le couloir parce que je l'ai pas? Il dit ouais. Chance de malade, je demande à une meuf, la Judith, elle me passe son bouquin. Je le prends et tu sais, t'avais 30 minutes pour préparer. Ouais. Et donc moi je me mets derrière, je me dis bah c'est bon, je vais avoir 0, de toute façon je connais rien, chapitre 30 et tout. Et la question c'était en quoi le chapitre a une double conclusion. Et je vais à la fin du bouquin, et après le chapitre 30, il y avait tu sais parfois il y avait une analyse. Et c'était vraiment le chapitre 1, une double conclusion du livre. Petit A, petit B, grand 1, nanana, alinéa avec les références sur le chapitre. J'ai fait comme ça. J'ai dit je vais pas prendre des notes, je vais tout écrire. Et pendant une demi-heure, j'ai réussi à tout écrire. Avant de passer, je voulais pas me faire cramer, donc j'ai dit excusez-moi monsieur, est-ce que je peux. Elle m'a demandé de lui rendre son bouquin parce qu'apparemment, je le donne, je lui fais tiens, jette-le vite, loin, je veux plus entendre parler de ce truc. J'y vais, et en même temps que je lisais mes trucs, je parlais et tout, et le prof était halluciné, il m'a dit mais écoutez, c'est. À la fin, il m'a carrément dit je vais pas vous mettre 20, mais on est proche de la perfection, c'est fou. Vous avez vraiment. Vous avez compris? Et moi je lui ai dit bah écoutez, Candide, c'était un de mes livres, ce livre m'a vraiment touché. C'est un des livres qui m'a vraiment parlé. En particulier, ces 30 dernières minutes. J'ai dit, ce chapitre, c'est The Chapter pour moi. It is the chapter of the year. Et blague à part, j'ai eu 19 sur 20. Ouais. Donc ça m'avait fait pas mal de points. Et autre coup de chance, épreuve d'histoire géo. Parce qu'en maths, j'ai eu 0,5. Parce qu'il y avait des cosinus, fonctions et tout. J'ai dit, laisse tomber, ça m'a saoulé. Ouais. Ça me servira pas, je le sais, ça m'a toujours pas servi encore. Oui. Par contre, les équations, tu vois, j'essaie d'en faire parfois. Ça, les équations, là, si je peux dire aux jeunes, faites un truc en maths. Ouais. Regardez, les pourcentages pour les impôts, les équations pour tous les problèmes qu'il y a, mais multiplication, tout ça, mais les cosinus de. Ouais. Rien à foutre. Et donc, du coup, 0,5 en maths, 1 en philo. Ouais. Ça m'a vraiment attristé. Parce que je pensais que j'étais un grand philosophe. Ah, mais t'es sorti, t'as fait genre. Putain, non, mais j'étais un grand fan de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et je me suis dit, ok, donc. Surtout que quand t'as moins de 3, ils font recorriger par quelqu'un d'autre, au cas où il y a eu un délit de faciès ou quoi que ce soit, et la personne a recorrigé, et a dit il est complètement à côté de ses pompes. C'était sur le bonheur. En quoi le bonheur, je sais plus ce que c'était sur le bonheur. Et il t'a remis 1. J'ai fait 12 pages, et tout ce que c'était sur le bonheur, et moi j'étais malheureux. Quand j'ai vu la note, j'ai fait c'est pas cool les gars. Et donc pour en revenir à l'histoire géo, il y a, tu sais, en géo, t'as des cartes. Ouais. Et donc pareil, il y a une carte des États-Unis. Et moi, c'est une carte que je connaissais pas du tout. Mais avant de rentrer à l'épreuve, tu sais, t'as les toilettes dans le couloir. Ouais. Et moi, j'avais mis dans une feuille plastique, c'est des feuilles plastiques bien fermées, j'avais mis toutes les maps des États-Unis, tout, parce que j'avais pas eu le temps de les réviser. Et j'ai soulevé, c'est une petite technique pour ceux qui passent le bac là, j'ai soulevé le haut des chiottes, je l'ai mis dedans, j'ai refermé. Et pendant l'épreuve, j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Et si, il te suivent. Donc, il y a un mec qui me suit et tout, qui est là, tout. Je fais bon, j'y vais, c'est pour la numéro 2. Donc je peux avoir combien de temps? Il me fait oui, écoutez, en plus il rigole pas que ça. Ils font oui, c'est bon, les détails, prenez-nous les détails, allez-y. Vous avez fait vite. Je fais ok, pas de souci.
Donc moi, je suis là et tout, et je me dis, bon, j'attends un peu, et dès que je tire la chasse, parce que ça fait du bruit, tu sais, c'est le truc bien lourd là, en céramique. Donc je tire la chasse, moi je rigolais ça parce que je me suis dit, si ça tombe et que ça s'éclate. Je tire la chasse, j'ouvre le truc, je prends tout mon papier, je remets, je prends juste la carte des États-Unis, et je la mets dans la poche, en plus j'étais au fond, et j'arrive à la mettre comme ça et tout, et personne ne me capte, et j'étais comme ça pendant tout le truc. Mec, pas du tout discret. Et je mets toutes les flèches et tout, et j'ai eu 10 sur 10 en géo. Et après, en histoire, j'avais eu 3,5, donc ça m'a fait 13,5 en tout. Donc voilà, avec l'histoire et ça, mais économie, c'était mon plus gros coef. J'avais eu 15,5. En anglais, j'étais aussi anglais, et j'avais eu 17, parce que j'adorais l'anglais. Donc voilà, ça a fait un petit... Et le reste, des petits 12, 11 par là. Puis ton 10 sur 10, c'est aussi genre, vas-y, tellement malin, le truc des chiottes. Et même, c'était 10 sur 10 en tricherie aussi. Donc j'étais fier de moi, j'ai dit, parce qu'il faut le faire quand même. Ben ouais. Il fallait y penser, tout ça, j'étais en mode Ocean 11. Ouais. Donc, et ensuite, tu as fait des études de droit, c'est ça? Après, j'ai mon bac, et je vais à la fac Vauban. Je fais le premier semestre, pareil, que des conneries. Que des blagues, dans un grand amphithéâtre en plus, donc encore plus de blagues, parce que le prof est tout petit, je peux pas savoir d'où ça vient. et je fais le premier semestre, je le valide, pareil que du par cœur, c'est parti vers la meuf, j'avais appris par cœur tous les trucs, et je faisais, c'était des jurisprudences que tu pouvais écrire, tout, c'était chiant. Et je voulais même pas être avocat, moi j'avais fait ça pour faire plaisir à ma mère, parce que j'étais le seul de mes 4 frères qui travaillait vraiment bien à l'école. Et qui trichait vraiment bien à l'école. Non, mais surtout qui travaillait bien. Et c'est à ce moment-là, moi, où pendant que je fais mon droit, que je fais les championnats de France de boxe, que je monte à Paris, et que j'ai une révélation, et je me dis, je vais être acteur. Et je redescends à Nîmes, et je dis à ma mère, bah j'arrête. Donc le deuxième semestre, je l'ai pas fait. Et j'ai dit, je monte à Paris, j'ai envie de faire acteur, et voilà. Et je suis parti. Comment ils ont pris, tes parents, le fait que tu voulais faire un métier? Alors, quand tu réussis, c'est génial, mais la plupart des gens échouent et c'est triste. Comment ils c'est pas que c'est qu'en fait, c'est dur sur le long terme. Moi, je le vois. J'ai commencé en 2010, en 2024. Et c'est vrai que sur le long terme, c'est tellement incertain, en fait. Tu sais pas de quoi demain va être fait. Et non, moi, j'ai eu de la chance parce que et mon père et ma mère, et surtout ma mère, comme je t'ai dit, elle rêvait d'être actrice. Et je sais pas, moi, ma mère, alors que je travaillais super bien à l'école, elle était fière, elle m'a dit, vas-y, mon fils, moi, si je crois en toi à 2000%. Et elle me disait, mais toi aussi, crois en toi. Et je faisais, non, t'inquiète, je suis sûr de mon coup. Et parce qu'en fait, c'est aussi un acteur qui s'appelle Youssef. Ça, je le dis dans toutes les interviews, mais c'est vrai. Youssef HD, tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Il a fait Platane avec Eric Judor. Tu vois. Et lui, c'est un mec de Beaucaire. Beaucaire, c'est collé à Nîmes. Et quand je suis monté, donc pendant ce week-end où je faisais le championnat de boxe, je suis tombé sur lui. On a parlé, il me disait qu'il venait de chez moi et tout. Et donc je sais pas, j'ai eu un petit déclic en me disant, ah ok, d'accord. Donc possible. En fait, même si tu viens du Gard et tout, il y a moyen. Donc je me suis dit, bah vas-y. Si Youssef il a réussi, je vais tenter ma chance aussi. Et donc voilà, après je suis monté à Paris. Et après McDo, truc. C'est fou que je me dis, t'as absolument pas l'accent du Sud du tout. Bah non, mais je l'ai perdu. Mais même à Nîmes, il me... Mais tu l'as eu. Ah, quand t'avais 14 ans, Mais même quand je suis arrivé à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, en plus, je me faisais appeler Nassim de Nîmes. C'était l'époque de Brice de Nice. Et moi, je travaillais dans les bars et tout. Je disais, il y a Brice de Nice et Nassim de Nîmes. Et j'avais énormément l'accent. Et d'ailleurs, c'est ma coach, Karine Nuris. Parce que moi, quand je suis arrivé... Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Comme si l'univers ou quoi que ce soit me disait, ah, c'est bon, t'es sur le bon chemin. Parce que au lycée d'Odé, une de mes meilleures potes, c'était Morgane. Et quand j'arrive à Paris, Morgane me dit, ah, mais tu sais que ma sœur est coach. Et sa sœur, c'était Karine Nuris, qui est juste l'une des plus grandes coachs du cinéma français, qui a fait Johnny Mad Dog, tout ça et tout, et qui faisait des cours. Et donc, elle me dit, va la voir, et je vais voir Karine. Et c'est elle qui me l'a redit. Elle m'a dit, Nassim, tu sais qu'à l'époque, quand je t'avais eu, j'ai encore des vidéos, tu parlais beaucoup moins vite, parce que moi, je suis parisien maintenant. Et tu articulais énormément. Et parce qu'en fait, c'est pas, t'as l'accent du Sud, mais c'est aussi une musicalité qu'on a dans le Sud. Moi, je me rappelle, franchement, c'est un truc de malade. Je suis arrivé ici, j'ai vu, il y a la Tour Eiffel, il y a les gens. Tu vois, c'est vraiment, en fait, tu parles comme ça. Tu vois? Je sais pas si t'as capté. Et en fait, c'est vrai, et moi, je l'ai perdu. C'est aussi, j'ai passé beaucoup de temps à Paris, ça fait 15 ans, ça fait 14 ans que je suis à Paris, moi. 14 ans que je suis à Paris, et dans le Sud, ils me le disent, ah ouais, mais t'as plus du tout. Des fois, j'ai des rechutes. Quand je m'énerve, je peux dire jaune.
Maintenant, tu dis jaune. Jaune, ouais, je dis jaune, rose, gauche, tourne à gauche. À gauche, à gauche. Mais c'est aussi que le truc, c'est que, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça, c'est qu'en fait, je pense que quand t'as un accent, ça te cantonne à un certain nombre de rôles. C'est ça, en fait, et même pour le. En fait, quand t'es acteur, il faut être le plus neutre possible. Ouais. Tu vois, c'est comme les acteurs américains, tu vois, ceux qui sont du Texas et qui ont un accent trop fort ou quoi, c'est compliqué pour eux. Ouais. Ceux qui ont l'accent trop british et qui n'arrivent pas à le gommer, ils sont cantonnés à un type de rôle. Et de rôle, tu vois. Ouais. Je suis pour revenir à l'accent. Je vais partir d'ici, on va faire le pastis. Mais ouais. Et donc, ce moment-là, donc, tu commences à essayer d'être acteur, et c'est là les petits boulots. Tu fais des petits boulots. Ouais, énormément de petits boulots. Moi, je suis arrivé. Attends, je te fais l'historique. Je suis arrivé à Paris, déjà, j'avais pas 1 euro en poche. Parce que ma mère a travaillé, mais on est 4 frères. Il y avait mes frères à gérer, il y avait tout ça. Elle était chauffeur de bus. Donc, c'était pas non plus un salaire de folie. Donc, moi, dès que je suis arrivé à Paris, j'ai vu une annonce de la BNP qui disait qu'ils faisaient des prêts étudiants à 0%. Mais pour ça, il fallait être dans une école. Et comme moi, j'avais mon bac, je me suis dit, ouais, je veux trouver une école et je vais faire le prêt. Un prêt de 15 000 euros. Et donc, je me suis inscrit à l'ESRA, parce que je me suis dit, au moins, je suis pas trop loin du cinéma. Donc, ESRA, c'est une école d'audiovisuel. Audiovisuel, c'est pour apprendre à filmer, le son, réalisateur, tout ça. Ouais. Et donc, je vais à l'ESRA, je m'inscris, parce que j'ai le bac, tout ça. Je fais mon prêt 15 000 à 0%, donc j'ai 15 000 balles. Et je me suis dit, bon, ben c'est cool. Et avec ces 15 000 balles, je loue une chambre d'hôtel au pôle Léonard de Vinci à La Défense. Oui. Avec un pote à moi de Nîmes. Et la chambre, elle faisait, je crois, 12 mètres carrés. On était 2 dedans. Donc c'était un peu une cellule, mais c'était mignon. Et on l'a payé au mois. On l'a payé au mois parce qu'il n'y avait pas besoin de garant. Parce qu'on n'avait pas de garant, on n'avait rien. Et à côté de ça, je trouve mon premier taf au McDo Champs-Élysées. Ouais. Donc c'était tu sais, le grand là où il y a 15 c'est le navire amiral du McDo quoi, à Paris. Je travaille dans ce McDo et très vite je sentais la frite tout le temps et ça m'a très vite saoulé. Je me rappelle ce qui m'énervait, c'est qu'ils me mettaient un filet. Ouais. Quand t'es aux frites. Et tu sais, t'as un planning comme ça et tu fais des roulements, ta caisse, frites et à l'arrière là où tu fais des trucs et tout. Et moi, à chaque fois que j'étais aux frites, c'est écrit au marqueur. Et à chaque fois qu'il y avait mon nom aux frites, j'arrivais avant tout le monde, j'enlevais mon nom, je mettais les autres gens. On disait, ouais, tu te fous de notre gueule, Nassim, tu vas aux frites là. Hein, tous les jours, toutes les semaines, tu t'enlèves des frites. Je dis, non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas les frites. Par les frites, je pue ensuite. Et j'ai fait 3 mois. Je me suis fait virer du McDo parce que j'ai fait énormément de conneries là-bas. Parce que j'étais jeune, hein, c'était mon premier boulot, j'avais 20 ans. Ouais. J'avais 20 ans en McDo et j'étais foufou. Quand je te dis que je faisais n'importe quoi, je m'étais fait virer parce que j'avais attaqué une des meufs avec un truc de moutarde. Une des meufs qui était à la caisse. Mais genre. Parce qu'elle m'avait. Non, c'est la moutarde jaune qui a en réserve. Mais sans. Enfin, c'était pas Non, j'avais envoyé la moutarde sur elle. Oui. Parce qu'elle m'avait poucave au directeur. Parce que t'avais fait quoi? Parce que j'offrais tout aux clients. Ouais. J'offrais tout aux clients. Non, mais il faut vraiment. C'était une grosse connerie parce que j'étais jeune. Et en fait, je faisais. Quand il y avait des tout-piles, j'appelais ça des tout-piles. C'est-à-dire, dès que la personne me donnait l'appoint, j'avais pas besoin d'ouvrir la caisse. Oui. Pour rendre la monnaie. Ouais. Donc, qui dit pas ouvrir la caisse. En fait, je volais pas, mais je lui enlevais du manque à gagner. Tu vois ce que je faisais? Donc, du coup. Tu volais un peu quand même. Ouais, c'est un peu du vol. C'est ce que je me disais quand j'étais jeune pour truquer. Mais c'est un peu du vol, mais je me disais, c'est une grosse multinationale. Oui, voilà. Et en fait, pour ma défense, quand j'avais 20 ans, je m'étais dit quoi dans ma tête? Je me suis dit, ok, j'avais vu le reportage où les mecs de McDo ont volé ce petit mec qui avait un village et qui avait eu l'idée. Oui. Et c'est pour lui, j'ai fait ça. Tu vois, je le voyais, à chaque fois je voyais son image, je lui disais, t'inquiète, un jour on te vengera, et c'est moi. Et il m'a envoyé un mail d'ailleurs. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit, Nassim, thank you so much. In the name of Ronald. Et cet argent, il est toujours de côté pour lui. Je l'ai mis de côté, je lui ai envoyé. Ouais. Et aujourd'hui, on a un très bon rapport. Il habite dans le Kentucky. T'as un cœur côté des énorme. Non, blague à part, je faisais donc des tout-piles des fois. Oui. Mais j'offrais aussi tous les burgers À un moment, il y a un SDF qui est venu, j'ai commencé à l'offrir et après, il a passé le mot. Il y avait plein d'SDF qui venaient dans ma file. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Julien Royal, donc le réalisateur d'En Passant Pécho, de Nouveau Riche avec qui je travaille, je le connais depuis cette époque. Oui. Et lui, il venait au McDo me voir. Et lui, il a été témoin de toutes ces choses. Tu vois. Et lui, il peut dire aux gens, il venait, il me disait, mec, c'est quoi tous les SDF qui font la queue et tout. Je disais, parce que je dois défiler et tout, hein, mais c'est chaud, je sens que je vais me faire virer dans pas longtemps. Et elle, donc, elle m'avait balancé. Elle avait dit que je faisais tout ça. Et c'était pas cool. Parce que la délation, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. J'étais prêt à me faire attraper, je l'aurais fait dans les règles de l'art. Ouais. Et après, je m'étais excusé. Elle a pas compris ton combat aussi, c'est non, ça? Non, elle a pas compris mon combat. Elle savait pas que je connaissais Ronald. Non, le vrai Ronald. Tu vois, donc. Mais ouais, et donc. Non, mais c'est là que j'avais appris qu'il fallait. Et moi, ça m'avait
coûtait très cher parce qu'après, j'avais été sur liste rouge de tous les fast-food, mais genre Quick, et après, je pensais que je pouvais faire pareil chez Quick. Non, il y a un fichier S du Quick en fait. T'es fichier S des fast-food en fait. Quoi. J'étais fichier F, fichier fast-food. Filé aux fiches. Et j'étais fiché. J'étais foutu. J'étais fichu. Donc impossible de refoutre le pied. Impossible de refoutre le pied là-bas. Et du coup, en fait, pendant un mois, c'était la galère. Parce qu'en plus, ils m'avaient pas donné mon salaire. Et carrément, ils voulaient m'attaquer au prud'homme et tout. Parce que c'était vraiment, en vrai, c'était grave parce que j'avais fait, j'en rigole aujourd'hui. Mais c'est ce qui m'a appris. Il faut faire des conneries pour pas les refaire. Ouais. Et je me suis dit, putain, là, j'ai déconné, il faut plus que je fasse ça. Et maintenant, il faut que je trouve un taf et que je sois carré. Et j'ai trouvé un taf dans un bar, dans le Marais, à l'Égoïste. C'était un petit bar rue de Bretagne. Et en fait, j'avais fait exprès d'aller là-bas parce qu'il y avait tous les acteurs il y avait Hélène de Fougerolles, tout le monde à l'époque qui allait là-bas. Et je traînais un peu devant et j'avais rencontré les 2 patrons, Cali et Junior, qui m'ont pris un peu comme un petit frère. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou s'ils écoutent ce podcast parce que ils ont beaucoup été là pour moi et carrément après ils m'ont laissé le bar. J'étais barman là-bas tout seul, c'était un petit bar mais qui cartonnait et où il y avait tout le cinéma et c'est là-bas où je me suis fait repérer pour mon premier long métrage de Tristan Rouet. Aussi gros big up à toi mon Tristan qui m'a donné ma première chance. Ah oui, à l'époque t'avais pas du tout de barbe, t'étais tout lisse. Pas de barbe, j'avais rien. Il cherchait un Brésilien qui faisait du surf et c'était l'été, moi j'étais très bronzé, je leur ai dit les gars je suis brésilien et je fais du surf. C'était assez fou. Et donc, je fais les castings avec tout le monde, j'ai le rôle. Et une fois que j'ai signé le contrat, je leur dis, alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, brésilien et algérien, c'est presque pareil. Donc, je suis algérien, c'est les Brésiliens de l'Afrique du Nord. Et je ne sais pas nager. Je leur dis, non seulement je sais pas faire de surf. Après, j'ai pas vraiment menti, parce qu'à l'époque, c'était l'époque d'AOL. Je surfais beaucoup sur Internet. Et je leur ai dit, vous pensiez moi, je pensais que c'était un mec qui travaillait chez Free Télécom et qui disait oui, allô, bonjour monsieur, vous êtes devant votre enceinte, on va aller ensemble. Je m'appelle Bouchra. Je pensais que c'était ça, moi. Ils m'ont dit non, c'est un vrai surfeur. Donc après, j'ai pris des cours de natation à Nogent-sur-Marne. Tu sais, la piscine où il y avait je sais pas si elle existe encore, cette piscine d'ailleurs. T'as 3 mètres, 5 mètres, tu peux plonger à. Jusqu'à 10, non Donc j'ai pris des cours là-bas et j'ai fait ce premier rôle aux côtés d'Aïssa Maïga, Gilles Lelouch, Jean-Hugues Anglade, Marie-Ange Casta et Finnegan, Oldfield. Et j'avais eu 35 jours de tournage à Royan, j'étais payé pour ça. Et c'est vraiment là où j'ai dit, mais jamais de ma vie je lâche ce métier. C'est ça que je veux faire. J'étais en vacances et j'étais payé et j'avais pas l'impression de travailler. Et c'est là où je suis vraiment tombé amoureux de ce métier que j'ai dit, c'est hors de question que j'y arrive pas. Il y a toujours un moment de l'interview. J'ai cru que t'allais bailler, j'ai cru que t'allais faire. Non. Ah ouais, ok, super. Tu m'as saoulé sous la nocime, bon. Le bâtard, genre. Rentre chez Watt. Non, c'est la fin de l'interview, c'est toujours un moment que j'appelle en vrac. C'est des questions qui, alors là, c'était un peu chronologique, tu vois, vaguement. Là, ça cesse d'être chronologique, c'est juste, ça peut être n'importe quoi. Des fois, des questions teubées, des fois pas teubées, mais il faut répondre le plus sincèrement possible. C'est quoi ton muscle préféré? Le cerveau. C'est pas un muscle. Le cerveau, si. C'est un muscle, ça. Ouais. L'encéphaloceps. Putain, mais tu m'as eu, j'ai fait genre putain. Alors, mais le cerveau, je pensais que c'était un muscle. La matière grise, non? Je crois pas que tu peux flex ton cerveau, tu peux pas faire genre. C'est pas faux. Donc, on enlèvera cette réponse débile de la scène. Les avant-bras, voilà. Ah putain, ouais, il y a plein de trucs qui se passent. Oh, on a l'impression qu'il y a des avant-braceps. Des bêtes. Non, mais je fais beaucoup de scooters. Ouais. Et donc. Et donc je pense que c'est ça qui. Tu sais qu'une des premières recherches quand on tape Nassim Liès sur. C'est avant-bras. C'est Nassim Liès muscle. Ah bon? Ouais. Nassim Liès sous la scène, Nassim Liès muscle et après débile. Nassim Liès muscle, débile. Nassim Liès télé-réalité. Tu vois? Si tu saurais survivre tout seul dans la forêt ou pas? T'as des skills ou pas? Dans la forêt. J'aurais des skills pour trouver les quelques humains qui sont dans la forêt et rester avec eux et m'accrocher au bon. T'as pas tu sais pas faire cuire ta propre graisse en. Je sais même pas faire cuire un œuf. Je galère à bien le faire. Ouais, d'accord. Donc a fortiori ta propre graisse. Quoi. Mais je pourrais devenir pote avec 2-3 animaux qui me donneraient un coup de main. Je pourrais leur donner. Qu'est-ce que tu penses de l'alcool? C'est mal, il faut pas boire. Ouais. Parce que toutes les addictions sont mauvaises. Non, moi je suis pas quelqu'un. Tu vois, je suis pas apéritif, je suis pas tout ça. Oui. Et je pense que si ça reste festif, pourquoi pas, mais il faut à consommer avec modération. Donc tu bois pas beaucoup? Non, moi c'est très très rare. Tu te murges pas la face? Non, j'essaie d'être. Ta face a déjà été murgée il y a longtemps ou pas?
Ouais, j'ai déjà dû faire un ou deux anniversaires où justement, comme je bois pas, je sais pas boire. Et où j'étais un peu. Ah, parce que t'es bourré vite, en fait, c'est ça aussi. Où j'étais un peu en Y. Ouais. Mais non, j'ai. En Y? J'essaie de voir le Y. En Y, c'est une expression? Ouais. Et c'est pourquoi tu sais que tu finis comme ça un peu. Ouais, en PLS, un peu. Voilà. Ouais, c'est ça. Et non, maintenant, j'ai surtout. Tu sais, dès que tu passes les 30 ans, tu te dis, bon, vas-y. Oui. Maintenant, les cellules, elles mettent du temps à. Ouais. À se multiplier, donc on va essayer de faire attention à tout. Ouais. Donc je bois beaucoup d'eau. T'as vu? J'en suis. Putain, ouais. Après, on t'a pas proposé de schnapps non plus, hein, mais. C'est vrai, mais j'essaie de boire beaucoup d'eau et faire du sport et de rester en bonne santé. Est-ce que tu trouves que le shit c'est bien? Le shit, ouais. C'est très très bon dans une omelette. Les omelettes au shit? Ouais, il y a même des pizzas. Pizza shit. 4 chichons. C'est pas mal ça aussi. Non, 4 types de shit différents. Le shit, c'est-à-dire si c'est non, c'est pas bon. Moi, ça fait, en plus, pour le coup, ça fait énormément de dégâts. Toi, t'aimais bien le shit à un moment? Non, shit, non, jamais. J'ai l'impression que c'est de la semelle de chaussures, de requin. Ouais. En revanche, déjà, si je devais choisir, rien qu'à l'odeur et tout, je trouve que c'est beaucoup plus attirant. Ouais, je suis d'accord. La weed que le tush et j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui fument depuis l'âge de 15 ans et c'est très sérieux. Moi j'en ai 2 que je connais qui sont où ça a déclenché leur bipolarité. Ah ouais. Et ça c'est vrai, c'est réel, c'est un vrai truc et ça te brûle le cerveau. Ça te brûle le cerveau, le shit. Ça t'arrache les neurones et si tu fumes toute ta vie, t'arrives à 40 ans. J'ai croisé Doc Gynéco dans le train il y a pas longtemps. Oui. Il parle très lentement. Je pense qu'il a dû fumer. Oui, je crois que c'est assez de notoriété publique. Ouais. Doc Gynéco, ça lui est arrivé de fumer du shit. Ça lui est déjà arrivé. Celui qui m'impressionne, c'est Snoop Dogg. Tu vois. Ouais, lui, il tient quoi. J'ai l'impression que le mec. Après, c'est de la weed de qualité, donc peut-être que c'est différent. T'imagines s'il avait pas fumé, il aurait inventé des trucs du futur, ouais, des trucs il aurait résolu à mon un peu avis, le monde. il serait cofondateur avec Elon Musk. Ouais, complètement. T'es claustrophobe. Ouais. En quoi ça consiste exactement la claustrophobie? C'est les petits espaces? Ah ouais, je supporte pas. Ascenseur, non. Ascenseur, ça va, mais faut pas qu'il se bloque. Ouais. Là, ça me fait péter un câble et j'étais à comment ça s'appelle ça? Universal à Los Angeles. Et c'était il y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'étais avec ma meuf et tu sais ils te mettent le truc clac dans l'attraction. Ouais. Et on s'est arrêté en plein milieu. On n'était pas tordu, on était droit. Et on s'est arrêté en plein milieu et au bout d'un moment ils disent qu'il y a un problème sur l'attraction. Je fais merde, ça allait. Et au bout de 10 minutes, mec, quand j'ai essayé de sortir et que ça voulait pas, j'ai commencé à péter un câble. Et là je commençais à péter un câble, à paniquer. Moi je me disais respire, t'inquiète, ils vont ouvrir. Et ça me rend dingue en fait. Ouais. De pas pouvoir bouger, de pas. Ou même tu vois la buse là où j'ai hygiène, ils font une épreuve dans la buse. C'est pas très bon tout, mais ça je peux pas, je deviens fou. La buse c'est quoi? Moi je connais pas. C'est au GIGN, c'est une épreuve où c'est tout petit comme ça. Ouais. T'es comme ça, pas plus. Et tu dois passer. Ah oui, juste au fond, et ça fait 800 mètres. Ah ouais. Et tu dois. Ça, je pourrais jamais. Et tu peux pas jamais rentrer au GIGN. Ni reculer, enfin, il faut que tu avances avec tes doigts. Tu avances comme ça. Ah putain. Et traquer la spéléologie, ça me fait. C'est des trucs que je peux pas. Et même dès qu'on dès qu'on m'attrape trop et qu'on me serre et tout, non, j'aime bien être libre. On t'a déjà proposé de coucher pour avoir un rôle? Non. Non, mais je me refais un petit dans mes années Montana, ouais. Pas directement, mais on me l'a fait comprendre. Ouais. On m'avait même fait un guet-apens. Mais c'était un Dircas. Mais je dis pas son nom parce que je me bats comme ça. Dircas, ça veut dire directeur de casting. C'était un directeur de casting, j'avais 22 ans. Oui. Le mec, je dirais pas son nom, mais il donne le film, il donne tout l'année. et il m'avait fait un guet-apens. Il m'avait dit qu'on avait parlé du rôle et tout. Je suis arrivé chez lui, il y avait un dîner romantique et tout, des trucs. Je dis, arrête. Et c'était pas pour un rôle romantique? Je peux juste donner un indice. Ouais. Je dirais pas qui c'est. Ouais. C'est quoi tu connais cette maladie des doigts où ils ont le bout des doigts gonflé là? Je sais pas comment ça s'appelle ça. La goutte? Non. Ah, c'est ça, peut-être. Ouais, c'est ça. Pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gros doigts avec les ongles et tout. Ouais. Voilà. Et je me rappelle parce que j'étais traumatisé, parce que je regardais ses mains et je disais, bon, on n'a pas parlé du rôle depuis une demi-heure. Il me parle de mon orientation sexuelle et tout. Je dis, bon, allez, je me casse. Ouais. Et donc j'étais parti de façon un peu plus musclée, en lui disant que ça se fait pas ce qu'il faisait et tout, et que s'il faisait à une meuf, ça aurait été très très grave. Et j'ai pas envie de donner son nom et tout, mais il avait essayé. Ouais. Mais t'avais pas été rebuté uniquement par ses gros doigts? Non. C'était pas ça son comportement. C'est pas genre, non, jusqu'au gros doigt ça allait, mais là c'est vraiment trop. On voulait me proposer un Marvel, mais le réalisateur avait des gros doigts, j'ai dit non. J'ai dit pas avec ces doigts-là, c'est hors de question.
Non, c'était pas assez tard, mais c'est juste ça m'avait marqué. Ouais. Je me rappelle, il coupait les tomates et tout, et il a vraiment fait une ambiance romantique. Il m'avait fait venir chez lui assez tard le soir, à 21h. Ouais. Moi, je venais d'arriver de Nîmes, il m'avait croisé à la gare. Et j'étais trop content parce que c'était un très gros film avec un très gros acteur. Je dirais pas qui. Ouais. Mais voilà, je n'ai pas envie de donner son nom, mais il faut faire attention parce que parfois, il y en a qui sont mal intentionnés. Comment tu gères tes cheveux? Oula, là, on part dans un sujet très épineux. Ok. D'accord, parce que c'est des cheveux algériens à tendance schizophrénique. Oui. Et non, comment je les gère, c'est que je suis devenu... tu vois, il y a... Comment il s'appelle le druide là, dans Astérix? Panoramix. Panoramix. Ouais. Et ben, j'ai fait un stage avec Panoramix. Ouais. Du Bled. Comment il s'appellerait Panoramix du Bled? Il s'appelle... Il s'appelle Panoramix du Bled. Oui. Non, il s'appelle Farid. Farid, c'est tout. Et non, mais je suis devenu un expert. Tu sais, nous, on est les Brésiliens et les Algériens, encore une fois, on est très très forts pour on concocte des petites potions magiques. Et c'est pour ça que je les préfère courts, moi. Parce que quand ils sont trop longs et tout, ça devient un enfer. Ouais. Mais il faut que je change un peu parce que mes 2 derniers films, j'ai la même coupe. Et j'ai essayé de changer là sur le tournage où je suis, mais comme c'était encore un truc de flic, tout ça, ils voulaient garder encore cette coupe un peu militaire. Donc, Et donc, il y a quoi dans ta petite pommade que tu mets dans tes cheveux? Qu'est-ce que tu mets dedans? Non, mais je fais des soins à la kératine. T'es obligé de les. Tu mets de la petite. Là, il y a de l'huile d'argan. Ok. Il y a de l'huile d'olive, du beurre, de la levure chimique. Un peu d'ossobuco. Parce que... Non, mais tu connais les cheveux de Robeux, franchement, on n'a pas de chance. Hein. Ouais. Bon, nous, les Robeux et les Renois, les Robeux et les Renois, nous, on doit se battre. Ouais. J'aurais bien avoir tes cheveux, j'aurais adoré. Oui, c'est ça. Oui, toi, t'as une densité parfaite. T'as des cheveux de coréens. Vraiment, les Coréens, ils sont hyper connus pour leurs super cheveux. Quoi. C'est ça, ils ont des cheveux comme ça, lisses et épais. On va faire un podcast capillaire. Uniquement ça, quoi. Est-ce que tu préférerais ne plus jamais pouvoir communiquer avec un téléphone de ta vie? Tu peux plus utiliser jamais ni texto, ni appeler, ni machin, etc. Ou alors ne plus jamais pouvoir te déplacer autrement que à pied? Alors c'est où j'ai plus de téléphone, mais je me déplace comme je veux. Exactement, tu peux prendre l'avion. Ou je me déplace que à pied. Que à pied. Ça veut dire que tu veux aller à Nîmes, c'est 2 mois. À pied, comme à l'époque, comme au Moyen-Âge. Comme au Moyen-Âge. Pas de stop. Je peux même pas de stop. Que à pied. Je vais aller aux États-Unis, je dois marcher sur l'eau. Je dois me transformer en prophète. Petite dérogation, tu peux marcher jusqu'à Cherbourg et prendre un petit bateau. Voilà. Ouais. Je dois marcher, après je peux prendre un bateau. Voilà, exactement. Mais t'es obligé de marcher pendant toute la durée. Je garde mon téléphone. Tu gardes ton téléphone. Ouais, parce que je suis obligé de communiquer et tout. Moi, je déteste être seul. Ouais. Tu sais, quand je suis seul chez moi et tout, j'appelle les gens en FaceTime. Ouais. Ma télé, je la laisse allumer. Ok, donc téléphone. Personne, je parle parfois avec des acteurs qui passent dans la télé. Je leur demande s'ils veulent un truc. Mais j'aime pas essayer. Le téléphone, je peux pas l'enlever. Ouais. Et d'ailleurs, c'est fou, hein, mais j'imagine maintenant les nouvelles générations, parce que rien que moi, qui a connu le Nokia 3310 qui maintenant est sur les smartphones, c'est pas que je suis addict, en fait c'est même pas une addiction, c'est qu'en fait j'en ai besoin. Ouais. Je lis mes scénarios sur mon téléphone, mon réveil c'est mon téléphone, mon emploi du temps c'est sur mon téléphone. Ouais. Je m'enlève le téléphone dès que j'ai pas de batterie ou que je capte pas, ça rend dingue. Donc je pense que je marcherai. Donc en plus si je marche, bonne santé. Ouais. Paris-Nîmes à pied, j'arrive au mois de septembre pour vous faire un bisou. Je préfère marcher. Est-ce que t'as déjà été sur Tinder? Ouais, quand j'étais célibataire. Ouais. J'avais même pris Tinder++ là. Le truc où tu payes et tu vois les gens qui te kiffent. Je faisais même pire, que je savais qu'on allait en vacances à Barcelone ou quoi, tu pouvais te mettre localisé à l'avance, faire croire que t'étais là-bas, commencer à matcher et préparer ton speed dating. Il y avait quoi dans ta bio Tinder à l'époque? La vérité, je sais pas, à l'époque je devais avoir Nassim, 26 ans, 25 ans. Ouais. Aimable. Gentil, aime les animaux. Parce que les filles aiment bien quand t'aimes les animaux. Aime les animaux et faire la fête. Et faire la fête. Un truc comme ça. Normal. Et sur tes photos, il y avait t'avais un peu bossé le truc. Tu te souviens de ce qu'il y avait? Ouais, tu prends toujours les photos où tu te crois, où tu te penses que t'es le plus frais. Ouais. T'en mets c'est Tinder, donc t'essaies d'en mettre une un peu torse nu. Ouais. On voit. Ça dépend qui. J'espère que tu vas pas retrouver des photos de Tinder et que tu vas les mettre comme ça, tu vas dire, ils sont là. Je pense que ton profil Tinder, ça fait longtemps qu'il est plus actif. Je crois qu'ils effacent au bout d'un moment. Et après, il y avait quoi? Il y avait un autre truc, c'était Raya. Ça existe encore? Je connais pas Raya. Raya, c'était le Tinder des gens soi-disant connus. Oui. Ou alors des gens un peu très riches, tout ça. Et il fallait avoir 5 personnes qui te recommandent pour être dessus. Il fallait te coopter. Donc c'était un Tinder++. Ouais.
Et ça, et t'as eu des belles expériences sur Raya? Non, franchement. Si, j'ai rencontré une fille de Los Angeles et tout, mais c'était très superficiel. Ah oui. Tinder, il y a un truc plus vrai. Mais tu le vois aussi. Hein. Par contre, faut swiper pour avoir un bon match parce que. Ouais. Franchement, t'avais pas ce truc? Moi, je me souviens que peu de temps où j'y étais, j'avais un robot qui nikait tout le monde. Ah ouais, pour toi? Likait tout le monde parce que t'avais que des matchs alors? Bah non. Ah, même pas. Donc il likait tout le monde et du coup, bah en fait ce qui était terrible c'est que tu pouvais pas parler avec les gens sauf si t'avais matché. Donc moi je lui dis bon ok j'ai le choix entre ces gens-là. Et donc mais ça te likait 1000, tu sais, ça faisait... Après Tinder a compris qu'il fallait pas faire. T'étais désespéré à ce point? Oui. Tu prenais un petit robot qui likait pour toi. Un petit robot qui likait pour toi quoi. Ouais, en 2000. Après le meilleur des Tinder c'est dans la vraie vie quand même. Il y a rien de mieux que de sortir et de voir. C'est vrai. Glidden, t'as jamais essayé? Non, c'est quoi ça? C'est pas un truc pour les gens qui trompent leur. Si. Booba, il avait fait une rime sur ça. Ouais. Ta daronne est sur Glidden. Je te jure. Mais je te crois. Je parle pas de ta mère. Ouais. Peut-être que ta mère est sur Glidden aussi. Ouais. Je suis sur aucun point comme ta daronne est sur Glidden. D'ailleurs, juste pour finir, t'as une bonne histoire de Tinder à raconter? À un moment donné, il y avait. Mais après, j'ai été con parce que c'était un catfish. Tu vois, je parlais avec une meuf. Elle était très jolie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle repoussait le rendez-vous. Et à un moment donné, elle m'a dit, bon, vas-y, on se voit et tout. Donc moi, j'étais content. Et j'y vais avec mon pote. Et je dis à mon pote, vas-y, parce que c'est bizarre, c'est chelou à chaque fois, un truc et tout. Donc, toi, va voir, tu me dis. Et mon pote, il y va. Et il revient me voir. Il me dit, frère, il n'y a personne, il y a personne, il y a un mec. Et je dis, je fais, comment ça, il n'y a qu'un mec? Puis après, je repars, je fais, mais t'es dedans, toi, t'es arrivé? Il me fait, ouais, je suis arrivé, je t'attends et tout, je suis dedans. Je dis, vas-y, on va voir. Il me fait, des mecs, il y a un mec, il y a un cum, en plus, il est chelou, il a une grosse tête et tout. Je dis, non, je me dis pas que c'est lui, s'il te plaît. Et en fait, c'était le mec qui était venu, mais il voulait me dire, écoute, moi, je suis pas cette meuf, je suis le mec, mais je fais, ben non, mais en fait, jamais de la vie. Mais dans quel monde il a compris? Il pensait que. Bah, il s'est dit, je vais le voir. Ah oui. Mais c'est ça, les catfish. Mais en fait, c'est pour ça que moi, j'ai jamais compris les gens qui faisaient ça, qui se font passer, même, tu sais, il y en a plein qui prennent ta photo de profil, qui font le compte. En fait, c'est quoi le kiff? Parce qu'en fait, la finalité, tu ne pourras rien faire. C'est les gens, en fait, qui vivent, à mon avis, par procuration cérébrale. Ou, tu vois. Que c'est vraiment genre, il est pas tout à fait comme sur la photo, mais poussé à l'infini, quoi. C'est ça, parce qu'après, moi, je lui ai dit ce truc, j'ai fait, non, mais te fous pas de ma gueule, j'ai mon pote qui est rentré, et il y a personne, il y a qu'un mec et tout. Et il m'a dit, c'est moi. Après, je dis, mais comment ça, c'est toi? C'est moi, mais je voulais qu'on parle et tout. Je fais, mais jamais de la vie, allez, salut, je me casse. Avec sa grosse tête. Mais j'avais senti, parce que franchement, à chaque fois, les rendez-vous, ils étaient. Ouais. Elle les annulait, enfin, il les annulait au dernier moment et tout. J'ai dit, c'est pour ça, mais Tinder, c'est dur de trouver, trouver vraiment l'amour sur Tinder. Franchement, faut s'accrocher. Kinder, c'est plus facile. Oui. C'est moins intense, mais c'est plus fiable. Moins intense, plus fiable. Ta plus grande douleur physique? Oula. Bah, ça a été ça. Regarde. Ouais. Là et là, j'ai fait double fracture ouverte. C'est même pas, je me rappelle. La douleur était tellement intense. Ah, attends. Ah, c'était une triple fracture. D'accord. Il me dit, c'est quelqu'un qui est au téléphone avec moi. C'est mon médecin. Il me dit non. Non, j'avais fait une double fracture ouverte. J'étais en scooter sur mon MBK Spirit. J'avais 16 ans. Ouais. C'était les petits scooters comme ça, tac, tac. Et j'étais avenue Victor Hugo. Il y avait le lycée d'Odé là. J'étais avenue Victor Hugo et il y avait le bar Victor Hugo ici. Et moi, en fait, je regarde et je disais bonjour à quelqu'un. Et il y avait une BMW qui était garée en double fil avec les warnings. Et donc, je la tape. En plus, moi, j'avais un kit. J'ai un kéké du sud de la France. Oui. J'avais un kit 80, genre mes caches, il y avait Titi Gros Minet dessus. Un vrai kéké du sud. Et je la tape par derrière. Moi, je passe par-dessus, je me retourne. Et en fait, j'atterris dans une des voitures. Et ça, c'était la voiture. Une des voitures garées là. J'atterris dans le pare-brise. Et en fait, mon dos rentre dans le pare-brise. Tu vois, mon dos, imagine bien. Mon dos rentre dans le pare-brise. Là, il y a le pare-brise et mon bras fait ça. Et là, mon bras, donc, il fait bam, il se pète, le coude se pète. Et même l'avant-bras tape et il se pète. Et j'avais bien l'os. Tu vois, j'ai même une boule maintenant. Ah. Et j'avais l'os. Pardon. Bah, tu veux que je te raconte, Mais oui. J'avais l'os qui sortait. Il y a des gens dans tes bras. Voilà. Qui sortait ici. Et le coude aussi qui sortait. On est tout là. Et donc, t'as regardé ton bras. Et là, je te jure, hein, j'avais pas d'assurance. J'avais pas d'assurance et j'avais une chemise qui était fermée comme ça. Donc, j'avais même pas vu les os, mais je savais que mon bras, il était en mode truc. Je suis tout blanc et j'arrive à me lever.
Et je lève mon scooter, parce que je voulais pas, je me suis dit, je vais aller, ça va être la merde. Je lève mon scooter, je remonte dessus, je remonte dessus comme ça, et je descends l'avenue Victor Hugo, je me mets sur un coin à gauche, là je tombe par terre, et là ils appellent l'ambulance, tout et tout. Mais le mec à qui j'ai défoncé le pare-brise, au moins lui il m'a pas attrapé. T'as pas eu le problème juridique en plus du problème de bras avec les os qui sortent. Mais en plus, je l'avais déjà cassé celui-là. En fait, mon bras gauche, je l'ai cassé beaucoup de fois. Ouais. Et ensuite, il y a un moment, t'as vu ton bras avec les os qui sortent? Non, moi je l'ai vu dans le. Ah oui, après on t'a endormi quoi en fait. C'était dans le. Mais je voyais qu'il y avait un. Je voyais que la forme elle était pas normale. Ouais. Dans la chemise. Et ils appellent, donc ils me mettent dans l'ambulance et ils me disent on va appeler ta mère. Et il y a une dame qui vient, c'était pas du tout ma mère. C'était une femme arabe, c'était une grosse dame arabe et tout. Et elle fait mon fils, c'est pas ma mère. C'est pas ma mère du tout, elle. Et c'était pas ma maman. Mais ils ont appelé une dame arabe au hasard. Et ça, c'était pas la première fois que je le cassais, parce que la première fois où je l'ai cassé, j'étais en primaire et j'étais monté sur les épaules d'un pote à moi dans la cour de récré, Tarek. Tarek, c'était le frère d'Hichem, je sais plus c'est quoi leur prénom de famille. Et je monte sur ses épaules debout, il court comme ça, et il se prend une petite racine de je sais pas quoi là, dans le sol. Il me laisse tomber, je tombe la tête la première, et là je me fais double fracture, je me fais fracture du bras. Et ma mère elle était enceinte de mon frère. Donc heureusement qu'elle n'était pas venue parce que. Et donc c'était peut-être aussi que tous les os, peut-être pour ça que tous les os sont sortis à la fin, c'est qu'ils étaient déjà. C'était un peu fragile, ouais. Mon bras gauche était un peu fragile. Maintenant, c'est plus jamais arrivé, mais je crois que c'était la plus grosse douleur que j'ai sentie de ma vie. Dernière question, est-ce que tu regrettes? C'est quoi ton plus grand regret de toute ta vie? Mon plus grand regret? Ou est-ce que t'as un regret dont t'as envie de parler? Genre j'aurais pas dû faire ça, tu vois. C'est peut-être de pas être allé. Vivre aux États-Unis plus tôt. En fait, c'est pas ça, c'est qu'on m'avait proposé, moi, de faire j'avais un pote, Stephen, qui avait fait un échange avec, tu sais, les lycées américains et tout, quand il était jeune. Ouais. Il avait fait ça pendant 1 an et son anglais était parfait. Et j'avais pas voulu le faire, moi, parce que j'avais peur de l'avion. Et en fait, mais maintenant ça va, je parle très bien anglais, mais j'avais perdu beaucoup de temps. Et je me dis, si c'était à refaire, quand j'avais eu 18 ans, je l'aurais fait. J'aurais gagné du temps, quoi. Ouais. Ça, et aussi un autre regret, c'est de ne pas avoir ouvert. Tu sais, j'avais. Non, en fait, non, c'est même pas un regret. J'ai même pas envie d'en parler. Là, tu dis, ça allait être émouvant et tout, mais non. Non. Non, ça va. Ok. Non, c'était un truc hyper personnel, avec ma famille et tout. C'était un truc hyper personnel, mais j'ai pas envie de le dévoiler. Ouais, je le garde pour moi. Ok. Pour faire du suspense, c'est le prochain Small Talk. On dira, mais quel était le regret? Quel était le regret de ça? Je te dis toujours pas. Ouais. Merci Nessie. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'ai un cadeau pour toi. C'est vrai. Ouais, comme tu l'aimais beaucoup, je voulais te dire que je te. Putain, c'est adorable. Merci. Putain. Moi, je te donne ma Breitling. Bah tiens, moi la Breitling, c'est pas grave. Voilà, très bien. Voilà, on fait comme ça. C'est la dernière fois que je fais cette émission, Charlotte. Tu m'as bien. Je crois que j'ai massivement gagné au change. C'est parti. En fait, bon bah cet épisode il est fini, va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais, c'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours, ok? Call Mini. Ça vous le montez, il va avoir une légende de... Il est comme Keanu Reeves.